Bonjour et bienvenue dans la 10e vidéo de notre série de vidéos de formation réalisée par Afrisen et consacrée aux bases théoriques pour comprendre le son, à la production musicale et au travail en studio d'enregistrement et de mixage. Dans cette vidéo, nous allons donc continuer les discussions sur le chemin de signal des consoles, les éléments qui les constituent, leur fonctionnement et leur rôle, leurs fonctionnalités et options de base. Nous parlerons des différentes étapes qu'on peut faire suivre au signal dans une table de mixage via les différents bus qu'on retrouve dans celle-ci. A tout de suite. Alors voici un modèle de console un peu plus grand. Nous avons ici 24 entrées. On va les détailler un peu plus ensemble juste après. Et cette fois, nous avons des groupes. Donc des groupes qui vont pouvoir servir à recevoir le signal de tranche, à grouper le signal de plusieurs tranches, éventuellement à faire des réglages d'ensemble. Nous en reparlerons, égalisation, compression, etc. Ces groupes peuvent être assignés au mix principal, au mix stéréo, mais pas nécessairement. Comme je vous le disais, on peut aussi utiliser les groupes pour sortir du signal de la console, aller vers un enregistreur, une carte son par exemple. Il y a plusieurs options possibles. Cette console a 6 auxiliaires, contrairement à l'autre qui n'en possédait que 3. Et bien sûr, nous avons la possibilité de passer pré ou post pour les différents auxiliaires. Au niveau du master des envois auxiliaires, donc le niveau général de chaque envoi, nous verrons qu'il y a le bouton pour passer pré ou post, un solo, nous pouvons écouter le master de l'auxiliaire en solo et nous pouvons muter un envoi auxiliaire également. Je rappelle que After Fader Listen signifie que le solo est dépendant du volume général du bus. Si nous baissons le volume du bus, nous aurons moins de niveau dans le solo. Il faut que le niveau soit monté pour qu'on entende quelque chose dans notre casque quand on est en solo. L'avantage évidemment de pouvoir mettre les bus auxiliaires en solo, c'est qu'on peut vérifier si on envoie un mix à un musicien par exemple, son contenu, on peut écouter ce que lui entend. Je vous parlais de la possibilité de récupérer du signal dans la console dans des tranches un peu plus rudimentaires que les autres, un peu plus simples que les autres. Nous verrons que cette console en possède également. Pouvoir récupérer le signal d'un effet, par exemple, dans une tranche qui possède moins, voire pas d'égalisation, avec juste la possibilité de doser son niveau dans le mix et éventuellement de l'envoyer vers les auxiliaires. Autre différence par rapport aux consoles qu'on a vues jusque maintenant, la possibilité d'activer ou de désactiver l'égalisation, c'est-à-dire de pouvoir comparer le son avec et sans notre égalisation, et aussi une égalisation un peu plus complète. Nous avons toujours 2 fréquences fixes, mais 2 fréquences réglables cette fois. En plus des assignations aux différents bus, nous avons aussi un peu plus d'indications quant au niveau de la tranche. Même sans mettre de solo, on voit un peu plus ce qui se passe en termes de niveau. Est-ce qu'on a du signal? Est-ce qu'il est à un niveau optimal? Est-ce qu'on est proche de la saturation? Ou est-ce qu'on sature? Autre fonctionnalité qu'on n'avait pas sur les autres consoles qu'on a regardées, mais dont on a déjà parlé, c'est le pad au niveau du préampli pour atténuer le niveau d'entrée, et cette fois-ci, un réglage individuel pour chaque tranche de l'alimentation fantôme. Au niveau du filtre, par contre, on est toujours sur la même logique d'activer ou de désactiver le filtre sans pouvoir contrôler sa fréquence. Nous verrons que cette console possède des bus supplémentaires un peu particuliers qui ont plus ou moins la même logique de travail qu'un bus auxiliaire, sauf que nous ne pouvons pas utiliser les mêmes sources dans ce type de bus. C'est-à-dire que le bus auxiliaire sert à envoyer le signal de différentes tranches vers une même destination, alors que ces bus supplémentaires qu'on a ici, qu'on appelle matrices, vont servir à envoyer une somme de différents bus de la console vers des sorties supplémentaires. Nous pouvons additionner plusieurs auxiliaires, par exemple, ensemble vers une sortie supplémentaire, éventuellement additionner un auxiliaire et le mix stéréo ensemble aussi vers une sortie supplémentaire. Donc sur certaines consoles, on peut envoyer les auxiliaires, les groupes et le mix stéréo vers les matrices, additionner ces différents bus comme on le souhaite avec un réglage de niveau individuel pour chacun. Mais sur celle-ci, nous avons juste la possibilité d'envoyer les groupes et le master, le mix stéréo. Nous reparlerons plus de l'utilisation des matrices dans un contexte de concert, mais cela va nous permettre d'envoyer des mix différents dans certains groupes de haut-parleurs par rapport à d'autres, de rajouter une information supplémentaire par exemple dans un groupe de haut-parleurs par rapport à un autre. Peut-être qu'on a besoin de plus de voix dans certains haut-parleurs que dans d'autres à cause de la proximité de la scène, du son direct de la scène qui nous empêche d'entendre le même résultat qu'ailleurs dans la salle, etc. Mais nous reparlerons de cela plus tard.
Nous avons bien sûr toujours une sortie casque avec son réglage de niveau. Nous avons toujours un bus monitor avec la possibilité de choisir ce qu'on écoute dans ce bus monitor, mais un peu plus de possibilités ici, qu'on va pouvoir choisir les auxiliaires par exemple, écouter les auxiliaires 2 par 2 dans le bus monitor, en plus d'y écouter le mix stéréo. Et comme je vous le disais, même si on n'avait pas ça sur les autres consoles, ici on a un niveau de solo. On peut ajuster le niveau des solos qui passent dans ce bus monitor, indépendamment du reste. Nous avons donc également un bus mono, comme sur l'autre console, qui fait la sommation du gauche-droite avec un contrôle de niveau pour celui-ci. Petite spécificité encore, la console a un compresseur intégré. On reparlera en détail des compresseurs un petit peu plus tard évidemment, mais vous savez déjà qu'ils servent à contrôler la dynamique du signal. Et ici, on peut assigner le compresseur soit au mix principal, soit à un des sous-groupes. Il y a 4 sous-groupes ici. On peut l'assigner à l'ensemble des sous-groupes 1 et 2 ou à l'ensemble des sous-groupes 3 et 4. Nous allons revenir en détail sur l'assignation des tranches aux sous-groupes. Évidemment, ici, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et travailler dans une logique de sous-groupe mono ou stéréo. Je vous en reparle dans un instant. Alors, petite différence encore par rapport aux autres consoles, cette fois-ci les connectiques ne sont plus en haut des tranches, mais à l'arrière de la console. Nous allons donc regarder ces différentes connectiques un petit peu plus tard. Au niveau de la section d'entrée, comme je le disais, on va retrouver le pad ici en haut, juste en dessous l'activation du filtre et à droite l'activation de l'alimentation fantôme avec une petite LED qui nous indique qu'elle est activée bien sûr. Discutons un petit peu maintenant des filtres comme le filtre passe-haut. Tous les filtres ont une pente, c'est-à-dire qu'ils vont enlever plus ou moins rapidement du niveau au-delà de leur fréquence de coupure. Par exemple, une pente de 6 dB par octave avec une fréquence de coupure à 80 Hz donnerait donc moins 3 dB à 80 Hz et moins 9 dB à 40 Hz. Tandis qu'une pente de moins 12 dB par octave donne moins 3 dB à 80 Hz et moins 15 dB à 40 Hz. Une pente de moins 18 dB par octave donne moins 3 dB à 80 Hz et moins 21 dB à 40 Hz, et ainsi de suite. Je rappelle que la fréquence de coupure d'un filtre est la fréquence à laquelle on a moins 3 dB. Les consoles analogiques n'ont pratiquement jamais la possibilité de changer la pente du filtre, contrairement aux consoles numériques qui permettent de la modifier, tout comme les logiciels de production musicale d'ailleurs. Si on a une pente plus importante, on pourra couper plus de fréquences sans trop diminuer les fréquences après la fréquence de coupure et en enlevant plus d'énergie en dessous de celle-ci. Donc si on veut une coupure très nette entre une plage de fréquence et une autre, il est intéressant d'augmenter la pente du filtre. Si on veut quelque chose de plus subtil, on va baisser la pente du filtre. Pour bien régler un filtre passe-haut, lorsqu'on peut contrôler sa fréquence, comme dans un logiciel de mixage, on va progressivement monter sa fréquence jusqu'à entendre une modification du contenu du son. Lorsqu'on l'entend, c'est qu'on est allé trop loin et on va alors revenir en arrière pour trouver la limite en fréquence après laquelle le son va être modifié. Bien sûr, on peut choisir d'utiliser le filtre pour modifier le son dans une perspective artistique, comme toujours, c'est-à-dire qu'on va changer le son de l'instrument ou de la voix au lieu d'essayer d'être fidèle à celui-ci. Écoutons le réglage d'un filtre passe-haut sur ma voix. Nous entendons progressivement, lorsque la fréquence de coupure monte, que le contenu en basse fréquence de ma voix va diminuer de plus en plus, jusqu'à ce que celle-ci devienne très médium aiguë. Si je reviens en arrière sur la fréquence de coupure, nous allons récupérer des basses fréquences et on peut trouver la position d'équilibre qui fonctionne le mieux pour enlever les basses fréquences qui ne sont pas présentes dans ma voix sans dénaturer celle-ci. Certaines consoles analogiques ont donc des filtres réglables, je le rappelle. Revenons à notre console. Le gain, on connaît évidemment, on sait déjà comment s'en servir. Et puis l'égalisation avec une fréquence fixe dans l'aigu, ici 12 kHz, une fréquence réglable dans le haut médium entre 400 Hz et 8 kHz, réglage de la fréquence et du gain. Dans le bas médium, aussi une fréquence réglable entre 100 Hz et 2 kHz, le réglage de son gain. Et une fréquence fixe dans le grave, ici 80 Hz. Et en dessous, l'activation de l'EQ. Quand le bouton est enfoncé, l'EQ est activé. Quand il est relevé, il est désactivé. Précisons quand même que le filtre et l'égalisation sont indépendants. On peut activer ou désactiver le filtre d'un côté, activer ou désactiver l'EQ d'un autre côté, mais ce sont deux sections indépendantes l'une de l'autre. Nous voyons ici, sans surprise, les différents auxiliaires. Rien de particulier à ça. 6 contrôles de niveau différents pour 6 envois auxiliaires sur chaque tranche, bien entendu. Et pour finir, le panoramique de la tranche, on l'a déjà vu ensemble, le mute,
Le fader avec une plus longue course que sur les autres consoles, donc on a plus de distance à parcourir pour atteindre le 0 et donc plus de finesse dans les mouvements. Les différentes LED de niveau qui nous indiquent si on est à moins 20 dB, 0 dB, plus 10 dB ou en saturation. Et enfin, les boutons d'assignation ici, assigner la tranche au groupe 1-2, au groupe 3-4 ou au mix principal. Nous allons revenir là-dessus tout de suite. Je vais assigner le micro que j'utilise là qui passe dans la console aux différents bus pour vous montrer. Et sous le fader, bien entendu, le solo PFL de la tranche. Sur certaines consoles, on peut choisir d'avoir un solo PFL ou AFL pour les tranches. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. La différence, et nous aurons l'occasion d'en reparler, je vais vous le montrer avec les solos AFL des mix auxiliaires ou des sous-groupes par exemple, c'est que le solo PFL est un solo qui est mono, peu importe la position du pan du channel, nous aurons toujours le signal au centre dans le casque et un seul signal qui va moduler sur le bar graphe de la console. Par contre, les solos AFL sont stéréo. On a deux canaux indépendants dans le solo. Si je panne un channel à gauche ou à droite, on va voir une différence dans le solo. Si on a un solo AFL sur le channel, bien sûr, en plus d'avoir une dépendance au niveau du channel lui-même, donc after fader listen, c'est après le fader, écoute après le fader. Et lorsqu'on a un solo AFL, on va voir les deux colonnes du bar graphe modulées. Alors, nous voyons ici la section avec les masters des envois auxiliaires, donc où nous pouvons contrôler le niveau général de chaque envoi auxiliaire. Ils sont tous numérotés, bien sûr, et pour l'instant, ils sont à 0. Ça signifie que nous avons un niveau nominal, on ne modifie pas le niveau du signal qui passe dans ce bus auxiliaire, donc de la sommation de toutes les tranches qui sont envoyées dedans. On peut baisser ou augmenter le niveau général du bus auxiliaire, bien sûr. À côté, nous avons donc la sélection pré quand c'est enfoncé ou post-fader quand c'est relâché, le solo de l'auxiliaire. Comme sur les autres consoles, on a une LED qui va s'allumer évidemment pour nous signaler que le solo est actif. Et en plus, au niveau du bar graphe, nous avons une LED qui clignote également pour nous rappeler que ce qu'on voit sur le bar graphe maintenant, c'est le niveau du signal dans le bus auxiliaire et plus le niveau du signal du mix stéréo. Enfin, nous avons un mute pour chaque master d'auxiliaire, pour chaque bus auxiliaire. Nous pouvons voir maintenant la section avec les faders du niveau des groupes, le niveau général des groupes, et on peut voir leur bouton d'assignation au mix stéréo qui se trouve ici, et leur bouton de solo qui se trouve ici, solo AFL donc. Au-dessus du fader, bien entendu, nous allons trouver un bouton de mute pour les sous-groupes. Chaque groupe peut ensuite être envoyé vers le mix stéréo, donc soit du côté gauche, soit du côté droit, soit au centre. Il y a deux manières d'utiliser les groupes. On va pouvoir travailler deux par deux et gérer des ensembles stéréo, ou bien travailler individuellement et se contenter de faire de la mono. Quand je dis de la mono, c'est-à-dire on a un signal qu'on va placer au centre dans le mix, éventuellement un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, mais il ne travaillera pas en relation à un autre canal. Donc si on a une voix, par exemple, qu'on va envoyer dans le groupe, on peut décider d'envoyer plusieurs voix dans le groupe, de placer toutes ces voix un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Le channel sera au centre au niveau de son panoramique et c'est le groupe qu'on va envoyer plus à gauche ou plus à droite dans le mix stéréo. Mais si on envoie une batterie, par exemple, dans les sous-groupes, on va pouvoir placer les différents éléments de la batterie plus à gauche ou plus à droite dans le mix stéréo et faire comme on le voit ici, un groupe pané tout à gauche, un groupe pané tout à droite, et le signal qui passe dans les deux groupes va refléter la position dans la stéréo des channels individuels qui y sont envoyés. Alors, j'ai branché mon micro dans le canal 20 de la console. Nous voyons sa LED moduler légèrement, mais je n'ai pas encore réglé son niveau. Je vais donc activer le solo PFL et monter le gain d'entrée jusqu'à avoir un niveau cohérent. Sur le bar graphe, comme d'habitude, nous avons
un seul côté qui module vu que c'est un solo PFL. Et ici, contrairement à l'autre console qu'on avait vue avant, c'est le côté gauche du bar graphe qui module. Il y a aussi une LED qui clignote sur le bar graphe pour nous indiquer que ce qu'on voit, ce n'est pas le niveau du mix stéréo, mais bien le niveau du solo qui est activé. Alors bien sûr, on pourrait activer plusieurs solos en même temps. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, nous voyons ici donc le bar graphe modulé en fonction du solo PFL de la tranche numéro 20 dans laquelle est mon micro. On voit la LED qui clignote en dessous et seul le côté gauche du bar graphe qui module. Prenons quand même un peu de temps à parler de la notion de sous-groupe. Les sous-groupes sont donc des destinations pour le signal des tranches, avec lesquelles on va pouvoir grouper plusieurs tranches et les envoyer vers d'autres sorties en contrôlant leur niveau général, ou bien vers le mix stéréo en contrôlant leur niveau général également, bien sûr. À l'aide des sous-groupes, on va pouvoir faire des réglages globaux à plusieurs instruments, par exemple égaliser toute une batterie, en plus de pouvoir doser le niveau du groupe d'instruments vers une sortie ou vers le mix stéréo. Les sorties possibles sont un subwoofer, un autre groupe de haut-parleurs, un enregistreur, etc. Lorsqu'on travaille avec des bus, comme les auxiliaires et les sous-groupes, il ne faut pas oublier de regarder la position du fader master. On oublie souvent de le monter et donc on n'a pas de son. Ce fader master est la dernière étape avant une sortie de la console si on envoie le signal à l'extérieur ou avant le mix stéréo si on se sert du groupe comme étape intermédiaire entre les tranches et le mix stéréo. Alors le signal peut donc passer dans le sous-groupe avant d'arriver vers une sortie ou passer dans le sous-groupe avant d'arriver au mix stéréo ou même passer dans le sous-groupe qui va dans le mix stéréo et aussi directement dans le mix stéréo en même temps. Cela permet de gagner du niveau, mais aussi d'appliquer certaines techniques de mix dont on reparlera plus tard. On peut également envoyer un même signal dans plusieurs sous-groupes. Sur chaque tranche, on va trouver des boutons pour assigner, 2 par 2, le signal au groupe et au mix stéréo. On peut assigner au groupe 1-2, au groupe 3-4, au mix LR, c'est toujours 2 par 2. Si j'assigne une tranche au groupe 1-2 et que le pan est au milieu, le signal va vers les groupes 1 et 2. Si le pan est à gauche, le signal ira seulement dans le groupe 1. Si le pan est à droite, seulement dans le groupe 2. Si le pan est à une position intermédiaire, un peu plus dans un groupe que dans l'autre. On retrouvera toujours la possibilité d'assigner un groupe au mix stéréo. Ici, sur cette image, on voit que chaque groupe peut être assigné soit au côté gauche du mix, soit au côté droit. Dans d'autres consoles, le sous-groupe pourra être assigné au left-right sans pouvoir assigner séparément au left ou au right. Et c'est le pan du sous-groupe qui décidera si on va plutôt à gauche dans le mix stéréo ou à droite dans le mix stéréo. Mais les groupes qu'on voit ici n'ont pas de pan, bien sûr. Alors en plus, le pan des tranches a un impact sur la destination au niveau des sous-groupes. On voit qu'on peut assigner seulement au groupe 1-2 ou au groupe 3-4 ou au LR, mais le principe est le même. Si je panne ma tranche à gauche et que j'assigne au LR, le signal n'ira que dans le left. Si je panne ma tranche à gauche et que j'assigne au groupe 3-4, le signal n'ira que dans le groupe 3. Si je panne ma tranche à gauche et que j'assigne au groupe 1-2, le signal n'ira que dans le groupe 1. De la même façon, si j'assigne au LR et que je panne ma tranche à droite, le signal n'ira qu'à droite. Si j'assigne au groupe 3-4 et que je panne ma tranche à droite, le signal n'ira que dans le groupe 4. Si j'assigne au groupe 1-2 et que je panne ma tranche à droite, le signal n'ira que dans le groupe 2. C'est comme ça qu'on peut faire de la stéréo. Si j'assigne des channels au groupe 1-2, que j'envoie le groupe 1 à gauche et le groupe 2 à droite, peu importe comment je positionne mon pan de la tranche dans la stéréo, cela se reflète malgré le passage à travers le groupe au niveau du mix stéréo. Si je panne mon channel à gauche, il va seulement dans le groupe 1 qui lui-même va à gauche dans le mix stéréo. Si je panne ma tranche à droite, elle va uniquement dans le groupe 2 qui lui-même va à droite dans le mix stéréo. Et donc ce que je fais au niveau du panoramique de la tranche se reflète dans le mix stéréo. Si je fais un panoramique intermédiaire, par exemple un peu plus à gauche, eh bien on ira un peu plus dans le groupe 1 que dans le groupe 2. Et comme le groupe 1 est envoyé seulement à gauche et le groupe 2 seulement à droite, eh bien pareil dans le mix stéréo, on ira un peu plus à gauche qu'à droite. Donc pour faire une stéréo, il faut que les groupes soient envoyés tout à fait à gauche pour les groupes impairs et tout à fait à droite pour les groupes pairs. Tout à fait à gauche pour le 1, tout à fait à droite pour le 2 ici. Regardons cela en image. Ici on voit une tranche dont le pan est au centre et dont le signal est envoyé au groupe 1-2. Il y a autant de niveaux qui partent dans le groupe 1 que dans le groupe 2. Si je panne ma tranche tout à gauche et que j'assigne au groupe 1-2, il n'y aura du signal que dans le groupe 1. Ici, si je panne mon channel à droite et que je l'assigne au groupe 1-2, le signal n'ira que dans le groupe 2.
Enfin, pour une position intermédiaire du pan, ici un peu plus à droite qu'à gauche, et une assignation au groupe 1-2, on aura plus de signal dans le groupe 2 que dans le groupe 1. Maintenant, si j'assigne les groupes 1-2 au mix LR également, comme c'est le cas ici, et que les deux groupes sont panés au centre, malgré qu'on ait plus de signal dans le groupe 2 que dans le groupe 1, les deux groupes sont envoyés au même niveau à gauche et à droite, et donc on se retrouve avec le même niveau du channel, autant à gauche qu'à droite, dans le mix stéréo. On a donc un signal mono malgré le panoramique de la tranche qui n'est pas au centre. Par contre, si je panne mes groupes gauche et droite, le groupe 1 à gauche et le groupe 2 à droite, et que mon channel est pané un peu plus à droite, comme j'ai plus de niveaux qui arrivent dans le groupe 2 et que le groupe 2 est envoyé du côté droit du mix, j'aurai plus de niveaux du côté droit du mix que du côté gauche lorsque les groupes 1-2 sont assignés au bus LR. Regardons maintenant ce qui se passe quand mon channel est pané tout à gauche, est assigné au groupe 1-2 et que le groupe 1-2 est assigné au bus LR. Ici, nous n'avons du signal donc que dans le bus 1 et donc le bus 1 étant envoyé tout à gauche dans le LR, nous n'aurons du signal que dans le côté gauche du bus master. De la même façon, si les groupes 1 et 2 ne sont pas panés, donc si leur pan est au centre, malgré que le pan est tout à gauche sur ma tranche, une fois qu'il est assigné au groupe 1-2, eh bien nous n'avons du signal que dans le bus 1, mais par contre, le bus 1, comme il est au centre, va autant dans le left que dans le right de notre master, et donc nous avons du signal des deux côtés, au centre dans le mix stéréo, malgré que ma tranche soit panée à gauche. Donc si je veux bénéficier de la position dans l'image stéréo que me permet le panoramique d'une tranche, il ne faut pas oublier d'utiliser le panoramique des sous-groupes également dans le chemin vers le mix stéréo. Par contre, la différence que nous avons ici par rapport à quand le pan est au centre sur la tranche, c'est qu'on a moins de niveaux dans le mix stéréo. En effet, si ma tranche est au centre, on a le même niveau qui est envoyé dans le bus 1 et dans le bus 2. On a donc un niveau plus élevé que si ce niveau n'est envoyé que dans le bus 1. Maintenant, on a toujours la possibilité de considérer les groupes comme mono et envoyer une tranche seulement dans un groupe impair, par exemple, et de positionner ce groupe impair quelque part dans la stéréo, un peu à gauche, par exemple, et de ne jamais le considérer en regard du groupe 2. Donc, nous enverrons d'autres tranches dans le groupe 2 qui seront du coup, elles, panées tout à droite, et le groupe 2 sera positionné autrement dans la stéréo. Ce serait ce qu'on appelle du dual mono plutôt que de la stéréo. Nous avons deux groupes qui sont chacun mono. On peut bien sûr envoyer dans plusieurs groupes à la fois, comme je le disais, assignés à 1-2 et à 3-4, et pourquoi pas même OLR en même temps. Nous allons gagner de plus en plus de niveaux si on fait ça, mais surtout, cela nous permet des traitements parallèles. Je rediscuterai de l'option de faire des traitements parallèles dans un mix, dans des vidéos consacrées spécifiquement aux techniques avancées de mixage. Bien sûr, ici, les groupes ne sont pas assignés au LR. Dans cette situation, nous aurions juste la tranche qui va dans les groupes 1-2 et donc vers leur sortie physique, peut-être reliée à certains haut-parleurs, et puis en même temps dans le groupe 3-4 et leur sortie physique reliée à d'autres haut-parleurs, par exemple. Nous pourrions écouter le même signal sur deux types de haut-parleurs différents et muter les bus 1-2 pour écouter dans les haut-parleurs qui reçoivent le signal du bus 3-4 et inversement, muter les bus 3-4 et démuter les bus 1-2 pour écouter le signal dans les haut-parleurs qui sont reliés au bus 1-2. Nous pourrions passer de l'un à l'autre comme ça. Ici, nous avons assigné le bus 1-2 au mix LR et la tranche est assignée au bus 1-2 mais aussi au LR directement. Nous avons donc le même signal qui arrive au LR. C'est cette approche qui est utilisée pour faire des traitements en parallèle. Nous aurons l'occasion donc d'en reparler comme je le disais. Donc maintenant que mon gain est fait, je vais pouvoir désactiver le solo PFL. Je vais pouvoir monter mon channel et vérifier à quoi il est assigné. Alors ici, je vais passer à travers le groupe avant d'aller au mix stéréo pour vous montrer donc comment on fait pour envoyer différentes tranches dans des groupes, pouvoir régler leur niveau ensemble et éventuellement faire des traitements supplémentaires sur un groupe d'instruments. Ça, je vous le montre juste après. Les groupes peuvent nous servir à rassembler différents instruments ensemble, à contrôler leur niveau ensemble et à faire des traitements communs sur plusieurs micros par exemple. Ils peuvent également servir à sortir du signal de la console, comme je le disais, pour aller vers un enregistreur, vers une interface, une carte son. Mais ici, nous allons nous en servir pour contrôler plusieurs canaux ensemble. Donc, je vérifie ce qui se passe en termes d'assignation. J'ai désassigné mon channel du main mix et je vais l'assigner au groupe 1 et 2. Je vérifie qu'il n'est pas muté, bien sûr, et je vais monter mon fader. Nous voyons que maintenant, il y a du signal dans les deux sous-groupes. On le voit grâce au LED. On entend du son dans les haut-parleurs si les masters des sous-groupes sont montés.
que ces sous-groupes sont assignés au mix stéréo et que le fader du mix stéréo est monté également. Si j'enlève l'assignation des sous-groupes au mix stéréo, nous n'entendrons plus rien dans les haut-parleurs. Alors, vous voyez que les deux sous-groupes sont panés à gauche et à droite. Pour l'instant, on a un groupe qu'on va appeler stéréo. C'est-à-dire que le signal qui va vers le mix stéréo va être influencé par le pan de mon channel. Si je panne mon channel à gauche, il n'y aura du son que dans le groupe 1. Si je panne mon channel à droite, il n'y aura du son que dans le groupe 2, et donc du son à gauche dans les haut-parleurs seulement, ou à droite dans les haut-parleurs seulement. Vous voyez que si je panne à gauche, on a du son uniquement dans le groupe 1, et si je panne à droite, du son uniquement dans le groupe 2. C'est donc de cette manière qu'on va procéder lorsqu'on rassemble plusieurs channels vers un groupe stéréo et qu'on souhaite que le panoramique des channels se reflète dans le niveau dans les sous-groupes. Bien entendu, nous pouvons mettre les groupes en solo pour vérifier leur niveau, pour vérifier leur contenu et écouter leur contenu au casque. Donc nous avons le solo AFL pour chacun des groupes ici, gauche et droite, groupe 1 et groupe 2, soit un seul solo, soit les deux ensemble. Comme je disais, nous pouvons écouter plusieurs solos en même temps. Bien entendu, nous pouvons muter les sous-groupes également. De nouveau, il n'y a plus de son dans le mix stéréo, plus de son dans les haut-parleurs maintenant. Je peux décider, au lieu de travailler avec deux groupes dans un esprit de stéréo, d'utiliser un seul groupe et de le panner au centre dans le mix stéréo. Je peux utiliser un deuxième groupe et le panner au centre également vers le mix stéréo. Vous voyez maintenant que ma tranche va malgré tout dans les deux groupes, 1 et 2. Au niveau des assignations, on peut assigner à 1, 2 ou 3, 4 ou au main mix, mais pas seulement à 1 ou seulement à 2. Uniquement dans le groupe 1, il me suffit de panner ce channel à gauche. Il n'arrive plus que dans le groupe 1. Le groupe 1, lui, est panné au centre, donc j'ai toujours le son de mon micro dans les deux haut-parleurs. Et je peux faire la même chose si je veux l'envoyer uniquement dans le groupe 2, je le panne à droite. Le groupe 2 est également au centre dans le mix stéréo et on a du son dans les deux haut-parleurs. Une autre différence par rapport aux consoles qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est que les assignations sont supplémentaires. On peut assigner à plusieurs choses en même temps. Je peux donc assigner mon channel au groupe 3-4 également, par exemple. Et si je monte les faders du groupe 3-4, eh bien on voit qu'ils modulent également. Et comme ils sont assignés au mix stéréo, eh bien j'ai maintenant plus de niveaux de mon micro dans le mix stéréo. Il est aussi possible d'assigner en même temps un sous-groupe et en même temps au main mix. On va gagner du niveau aussi, évidemment. On additionne deux signaux et ça nous permet de faire aussi certaines techniques dont on parlera plus tard de traitement en parallèle. Avoir un signal sans traitement qui va dans le mix stéréo et un signal qui est traité via le sous-groupe qui s'additionne à celui-là. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. On parlera de compression parallèle par exemple. Donc, j'ai mon channel qui part dans le sous-groupe 1 et 2 et du sous-groupe 1 et 2 vers le mix stéréo. Nous regardons maintenant le bar graphe du mix stéréo et on voit le niveau général de mon mix. Dès que je vais mettre un des sous-groupes en solo, eh bien, vous voyez cette LED qui clignote et on voit le niveau du signal dans le sous-groupe maintenant. Je peux mettre un sous-groupe, le premier en solo, ou le deuxième. On est censé avoir le même niveau dedans vu que mon channel est panné au centre. Si les sous-groupes sont pannés gauche-droite, comme on l'a fait tout à l'heure, et que je panne mon channel à gauche, inévitablement dans mon mix stéréo, il n'y a plus de signal qu'à gauche. Si je panne mon channel à droite, il n'y a plus de signal qu'à droite. Et pareil, si je mets un solo sur le sous-groupe, bien là je mets le premier sous-groupe en solo. On voit qu'il n'y a plus de niveau du tout dans le sous-groupe car mon channel est panné à droite et que pour aller dans le sous-groupe 1, il devrait être panné au centre ou à gauche. S'il est panné au centre, il ira dans les deux sous-groupes. S'il est panné à gauche, il n'ira que dans le groupe impair, le groupe 1 ou le groupe 3. Ici, comme il est panné à droite, il ne peut aller que dans le groupe 2 ou dans le groupe 4. Je vais faire un solo sur le groupe 2 et ici, on voit qu'on a bel et bien du niveau. Si je remets le pan au centre et que je fais un solo sur le groupe 1, on a de nouveau du niveau également. Donc on voit bien qu'un solo AFL nous montre du niveau sur les deux colonnes du bar graphe et que le pan du channel va avoir un impact sur ce qu'on voit en termes de niveau sur le bar graphe et sur ce qu'on entend dans le casque. Le solo AFL est donc un solo stéréo, contrairement au solo PFL qui est mono, qui n'est pas influencé par la position du panoramique. Alors nous allons trouver également les direct out sur une console.
Un direct out, c'est une sortie supplémentaire accessible sur chaque tranche afin de pouvoir sortir le signal de cette tranche pour le rentrer par exemple dans une carte son, une interface donc, dans un enregistreur en somme. Cette sortie prend le signal juste après le préamplificateur la majorité du temps, mais sur certaines consoles, il sera prélevé après l'EQ par exemple. On pourra parfois choisir l'endroit où le signal est prélevé. Le plus souvent, cet endroit est fixe sur les consoles analogiques, mais sur d'autres consoles numériques, on pourra décider de l'endroit où il est prélevé. Parfois, on pourra aussi régler le niveau de sortie du direct out. Si on s'en sert pour enregistrer, cela suppose souvent un très grand nombre d'entrées sur l'enregistreur ou sur l'interface utilisée pour aller dans l'ordinateur. En effet, il faut une entrée pour chaque channel si on veut éviter de devoir changer le câblage selon le channel qu'on utilise. On va câbler en permanence toutes les tranches de la console dans notre interface et peu importe la tranche dans laquelle on se branche, on est sûr que le signal pourra arriver dans l'interface sans devoir changer du câblage à l'arrière de la table de mixage. Si on n'a pas assez d'entrées dans l'interface, dans l'enregistreur donc, pour pouvoir connecter toutes les tranches en même temps, eh bien, on peut très bien n'en connecter que certaines et s'arranger pour se câbler dans ces tranches, ou bien débrancher un câble d'une tranche pour le brancher dans une autre si on a besoin d'envoyer le signal d'une autre tranche qui n'est pas encore câblée vers notre interface. Alors ici nous voyons un exemple de console où on peut choisir la position du direct out, à quel endroit on prélève le signal, soit avant le point d'insert et l'égalisation, soit après le point d'insert et l'égalisation. Et puis nous pouvons contrôler le niveau de sortie du direct out, le diminuer ou l'augmenter. Nous allons voir juste après ce qu'est un point d'insert bien entendu. Voici donc un exemple de câblage du direct out vers une interface. C'est très simple, il y a une sortie physique à l'arrière de la console qui correspond au direct out pour chaque tranche. Donc pour n'importe quelle tranche, on va pouvoir connecter le direct out à une interface. Bien sûr, avec une interface comme celle-ci, je ne pourrai connecter les direct out que de 2 tranches. Je ne pourrai enregistrer que 2 tranches en même temps et je devrais décabler le direct out d'une tranche pour pouvoir en enregistrer une autre. Donc décabler une tranche et en câbler une autre. Alors, plutôt que d'utiliser les direct out pour enregistrer, nous pouvons utiliser les sous-groupes. On peut assigner des tranches aux sous-groupes de manière à les regrouper pour un enregistrement, par exemple. Si on n'a pas beaucoup d'entrées dans notre interface, on peut utiliser 2 pistes pour la batterie via un groupe stéréo, 2 pistes pour le reste des instruments via un autre groupe stéréo, et 2 pistes pour les voix via un autre groupe encore, par exemple. Nous aurions donc 6 groupes qui iraient vers notre interface et 6 pistes différentes dans le programme d'enregistrement. Ça, c'est si on manque d'entrée dans l'interface ou si la console n'a pas beaucoup de groupes, par exemple. L'avantage de l'utilisation du groupe pour se connecter à l'interface, c'est qu'on ne doit rien décabler si on souhaite enregistrer une tranche ou plutôt une autre. Quand on a plus de tranches que d'entrées dans notre enregistreur et qu'on utilise les direct out, il faut parfois décabler une tranche pour pouvoir en enregistrer une autre. Ici, nous n'avons qu'à assigner une tranche à un sous-groupe qui est relié à l'interface si on veut l'enregistrer, et si on veut enregistrer une autre tranche à la place, on désassigne cette première tranche et on en assigne une autre dans le même sous-groupe qui est relié à l'interface. C'est beaucoup plus flexible en somme. Maintenant, si on a beaucoup de groupes à disposition dans la console et beaucoup d'entrées dans l'interface, on pourra enregistrer plus de tranches en même temps. Et nous devrons moins souvent changer d'assignation dans la console pour enregistrer plutôt une tranche ou plutôt une autre. Bien sûr, si on veut enregistrer un autre signal dans l'enregistreur, au lieu d'utiliser une autre tranche, on peut très bien utiliser la même tranche et remplacer un micro par un autre. Cela fonctionnerait aussi. Mais dans tous les cas, l'avantage du sous-groupe est qu'on peut laisser un grand nombre de micros câblés en permanence dans la console et décider lequel on va enregistrer via quel sous-groupe, sans devoir changer de câblage. C'est vraiment ça l'avantage. Donc seuls les sous-groupes sont câblés à l'interface, pas les direct out des channels. On câble tous les micros dont on a besoin dans toutes les tranches. Même s'il y en a plus que ce qu'on peut enregistrer en même temps, on peut assigner autant de micros à autant de groupes qu'il y a dans la console, en sachant qu'on ne pourra pas enregistrer plus de signaux différents en même temps qu'il n'y a de sous-groupes. Si on veut enregistrer 10 micros en même temps et qu'on n'a que 6 sous-groupes, nous serons obligés d'assigner plusieurs micros à un même sous-groupe afin d'arriver à tous les enregistrer. Lorsqu'on enregistre via les sous-groupes d'une console, les tranches de la console sont envoyées vers les groupes, mais pas vers le mix stéréo. Les groupes sont branchés dans l'interface et le son qui ressort du logiciel de mixage, donc le mix qu'on fait de tous les instruments dans le logiciel de mixage, peut être connecté à 2 tranches de la console qui, elles, iront vers le mix stéréo afin qu'on puisse les écouter sur nos haut-parleurs. On prend pour habitude d'écouter le son qui sort du logiciel d'enregistrement pour vérifier que l'enregistrement s'est correctement passé. Si on écoute le signal avant qu'il rentre dans l'enregistreur, on ne peut pas savoir s'il a été correctement enregistré. Tandis que si on l'écoute lorsque l'ordinateur nous renvoie le son vers la sortie, ce qu'il est tout à fait capable de faire, eh bien là, nous pourrons être sûrs que l'enregistrement s'est correctement passé.
Donc la tranche qu'on veut enregistrer va vers un sous-groupe qui est relié à l'interface. On traite ce signal dans l'ordinateur, on le renvoie sur une sortie de l'interface qui rentre dans la console et qui va au mix stéréo. Donc de la même façon qu'on peut connecter le mix complet qu'on fait dans le logiciel via deux sorties dans la console afin de l'écouter dans le stéréo, on peut aussi brancher dans deux tranches de la console, si on en a assez, un mix auxiliaire qu'on fait dans le logiciel pour le casque d'un musicien, pour que le musicien puisse écouter au casque, qui passera ensuite dans un auxiliaire stéréo de la console ou dans deux auxiliaires mono avant d'aller à la sortie casque de la console ou avant d'aller des sorties auxiliaires de la console vers un amplificateur pour casque dans lequel le musicien viendra brancher son casque. Donc on peut avoir plus que deux sorties qui viennent du logiciel vers la console. Deux sorties pour écouter ce qu'on fait nous comme balance, comme mix, comme équilibrage des différents sons enregistrés, et deux sorties pour correspondre aux demandes du musicien en termes d'équilibre entre les instruments déjà enregistrés et l'instrument qu'il est en train de jouer. Donc on va faire un mix adapté au musicien, on a déjà parlé de ça, dans le logiciel de mixage, l'envoyer sur deux sorties de l'interface pour avoir de la stéréo, le rentrer dans deux tranches de la console, qu'on va envoyer vers deux sorties auxiliaires, gauche et droite, donc sorties auxiliaires qui vont aller vers un amplificateur casque dans lequel le musicien branchera son casque. On pourra ainsi doser le son qui vient du logiciel, ce qui a déjà été enregistré, et ce que le musicien est en train d'enregistrer via la tranche dans laquelle son micro est branché, qu'on peut aussi envoyer dans l'auxiliaire qui va vers son ampli casque. À ce moment-là, on fait l'équivalent du direct monitoring dont on a parlé dans l'interface. On envoie du signal dans le casque du musicien avant qu'il soit passé dans le logiciel via un auxiliaire, donc le micro qui est placé devant son instrument par exemple, et le signal qui a été déjà enregistré depuis le logiciel vers la console dans un auxiliaire vers son casque. On mélange du son qui est déjà passé dans le logiciel et du son qui n'y est pas encore allé. Donc c'est le même principe que le direct monitoring dont on a parlé. On peut utiliser une console pour enregistrer quand on n'a pas de préamplificateur sur son interface ou pas assez. Il existe par exemple des interfaces qui n'ont que des entrées lignes sans préamplificateur. On peut aussi utiliser une console pour enregistrer, non pas parce qu'il n'y a pas de préamplificateur sur l'interface, mais parce que les préamplificateurs de la console sont de très bonne qualité et offrent un meilleur son. En plus, cela permet une gestion plus simple de certaines situations, des différentes entrées-sorties par exemple, et on peut avoir des faders physiques sur la console pour contrôler différents signaux, plutôt que d'utiliser les faders dans un logiciel qui sont un peu moins pratiques à manipuler, avec une souris par exemple, ou avec le trackpad d'un ordinateur portable. Voici donc l'arrière d'une console analogique. Regardons les connexions entre la console et l'interface, d'abord avec les sous-groupes, puis avec les direct-out. Toutes les tranches qu'on connecte à l'interface pour être enregistrées ne doivent pas aller au mix stéréo. On connectera seulement les retours de l'ordinateur au mix stéréo pour écouter ce qui est passé de la console vers l'ordinateur. Cela nous permet de vérifier que tout a été bien enregistré. Si on a beaucoup de sorties et beaucoup d'entrées sur la table de mixage et beaucoup d'entrées et de sorties sur l'interface, on pourra écouter les pistes enregistrées individuellement. Donc chaque piste peut sortir par une sortie individuelle et revenir dans la console sur une tranche individuelle. Sinon, on devra grouper différentes pistes pour les écouter via la console. Donc lorsqu'on a une très grosse console, on peut brancher un grand nombre de micros en même temps, enregistrer individuellement chacun de ces micros via une interface si elle a un grand nombre d'entrées, et réécouter individuellement tous les signaux enregistrés à partir de ces micros dans d'autres tranches de la console, qui elles iront au mix stéréo et non pas au sous-groupe ou au direct-out. Bien sûr, si on utilise les direct-out, on n'ira pas non plus vers les sous-groupes ni vers le mix stéréo. Il n'y aura aucune assignation du channel à ce moment-là. L'avantage donc d'utiliser les sous-groupes, c'est que n'importe quelle tranche peut aller dans l'interface via les sous-groupes, mais on sera juste limité dans le nombre de tranches qu'on peut enregistrer en même temps par le nombre de sous-groupes de la console. Quand on n'a pas autant d'entrées dans l'interface que de tranches, c'est mieux d'utiliser les groupes. On a plus de flexibilité, mais les deux solutions fonctionnent bien sûr. Alors ici, nous voyons les sorties de l'interface à l'arrière connectées aux entrées de la console. On relie les sorties analog out aux entrées line in de la console. On a aussi des sorties main out et monitor out. Donc cela fait 12 sorties par exemple ici. On choisira dans le logiciel quelle sortie on veut utiliser et ce qu'on envoie sur ces sorties comme signal. On peut par exemple envoyer des mix auxiliaires stéréo dans la console qui iront ensuite dans un ampli casque. On pourrait connecter directement l'interface à l'ampli casque, mais si on passe par la console, on va pouvoir mélanger différentes choses dans la console. Les signaux qui viennent du programme, mais aussi les micros qu'on est en train d'enregistrer par exemple. Et on pourra aussi envoyer le même mix à plusieurs ampli casques, en l'envoyant dans plusieurs auxiliaires dans la console, ce qui est plus rapide et utilise moins de ressources que si on fait la même chose dans l'ordinateur. Encore une fois, c'est plus flexible.
On va donc avoir une combinaison d'entrées de la console où on utilise les entrées micro pour enregistrer et une autre série d'entrées où on utilise les entrées lignes pour récupérer du signal de l'ordinateur et gérer l'écoute des musiciens et notre écoute à nous dans le studio. Nous allons regarder les assignations d'une console en pratique juste après, mais voici déjà la marche à suivre. On doit d'abord assigner la tranche qu'on veut enregistrer à un sous-groupe, soit 1-2, soit 3-4, soit 5-6, soit 7-8, ici il y a 8 groupes différents. Puis panner la tranche à gauche si on veut aller dans le groupe impair et à droite si on veut aller dans le groupe pair. Ça ne sert à rien de laisser la tranche panée au centre, elle va partir en même temps dans 2 sous-groupes et utilisera 2 entrées de l'interface en même temps. Ce n'est pas utile. On va choisir un des 2 groupes par rapport à l'assignation, soit le groupe impair, le 1 par exemple, soit le groupe pair, le 2. Donc on pannera soit tout à fait à gauche, soit tout à fait à droite. Mais les positions intermédiaires et la position centrale n'ont pas de sens ici. Cela ne sert à rien d'envoyer le même signal dans 2 sous-groupes pour envoyer 2 fois la même chose dans l'interface, utiliser 2 entrées pour envoyer la même chose. Ce n'est pas du tout utile. Donc le sous-groupe auquel on assigne la tranche détermine l'entrée de l'interface dans laquelle le signal de la tranche va aller, comme on l'a vu sur la connectique ici juste avant. Si on utilise les directotes, il n'y aura aucune manipulation à faire dans la console et aucune assignation bien sûr, mais parfois certains changements de câblage. Le signal qui va à l'enregistreur n'est pas envoyé dans le mix stéréo. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, ici, on peut envoyer un signal qui revient de l'interface dans des tranches vers les auxiliaires, ou on peut envoyer le signal qui vient d'un micro qu'on est en train d'enregistrer vers les auxiliaires également, et donc mélanger ces différents signaux vers le casque de notre musicien. Et pour finir, les tranches qui récupèrent le mix qu'on est en train de faire dans le logiciel, donc qui viennent des sorties main de l'interface, pourront être envoyées au mix stéréo, en pannant bien sûr la tranche qui reçoit la sortie gauche à gauche et la tranche qui reçoit la sortie droite à droite pour entendre correctement la stéréo. Si on oublie de panner ces 2 tranches, tout ce qu'on fait en termes de stéréo dans le logiciel ne sera pas audible pour nous. Nous aurons une écoute mono avec le côté gauche et le côté droit du mix, tous les 2 envoyés au centre. Ce serait dommage. Ici, en termes de connectique à l'arrière de la console, en bas, nous voyons les sorties justement du mix stéréo de la console qui iront vers nos haut-parleurs dans le studio. Et en haut, 2 sorties auxiliaires qu'on va pouvoir utiliser pour aller dans un ampli casque pour que le musicien puisse écouter ce qu'il est en train d'enregistrer et ce sur quoi il joue, ce qui a été enregistré déjà avant, ce qui a été créé avant dans le logiciel éventuellement. Ici, au niveau de la section de la console où on peut régler ses paramètres globaux, donc à côté des masters d'envoi des bus auxiliaires, nous avons 2 entrées, des retours d'effets, on pourrait les appeler comme ça. On peut brancher un signal externe à la console, un appareil externe, quel qu'il soit d'ailleurs, dans ces entrées et doser leur niveau vers le mix principal ici, faire un solo PFL de ce signal et le renvoyer vers les auxiliaires de la console et pas tous les auxiliaires de la console, seulement les 4 premiers auxiliaires et soit dans 1 et 2, soit en activant le bouton ici dans 3 et 4, mais pas dans les 4 en même temps. Et juste au-dessus, nous avons aussi un signal stéréo qui peut être connecté à la console, un CD, un téléphone, etc. pour de la musique d'ambiance. Doser son niveau dans le mix stéréo et l'écouter dans le bus moniteur ou l'écouter dans le main mix. Alors, dernière petite section ici en dessous des barres graphes de la console. Le réglage du niveau du casque et la possibilité d'écouter le mix stéréo dans le bus monitor. Et ici, une assignation de ce qu'on appelle l'entrée de talkback, c'est-à-dire qu'on peut brancher un micro dans une entrée dédiée, régler le niveau de ce micro et l'envoyer vers le mix principal ou vers les différents auxiliaires. On va parler de micro d'ordre pour pouvoir communiquer avec les musiciens par exemple. Le réglage du niveau du bus monitor, dont on a déjà parlé, et ce fameux réglage du niveau de solo, dont je vous parlais aussi. Si je mets mon channel en solo et que dans mon casque, le niveau de cet instrument spécifique est trop fort ou pas assez fort, je vais pouvoir ajuster le niveau d'écoute ici. Voilà, on voit que le bar graph ne change pas en termes de niveau, mais par contre, le niveau d'écoute dans mon casque va changer. On voit toujours bien le niveau dans la tranche, mais je peux l'écouter plus fort ou moins fort dans mon casque. Et ça ne changera pas le niveau d'écoute global du casque. Dès que je désactive le solo, j'ai toujours le même niveau d'écoute de mon mix stéréo. Enfin, le réglage du bus mono ici, contrôler le niveau de la sommation du gauche-droite qui sort sur une sortie à part. Et donc là, je le disais, le niveau de ce micro de talkback. Détaillons maintenant le concept de matrice, comme il y en a sur cette console.
Les matrices fonctionnent comme des auxiliaires, avec un envoi dont le niveau est réglable individuellement pour chaque source, une sortie, un fader master, un point d'insert, etc. Sauf que la matrice ne sert pas à envoyer des sommes de channels vers la sortie, mais bien les différents bus de la console. Cela permet par exemple d'envoyer le bus stéréo vers plusieurs sorties différentes avec un contrôle de niveau indépendant, une égalisation indépendante. Par exemple, si on utilise la même table de mixage pour envoyer sur les haut-parleurs de deux endroits différents, une salle de concert et le bar qui se trouve à côté, eh bien, on va certainement utiliser les matrices, envoyer le mix stéréo dans deux matrices différentes, qui seront stéréo bien sûr, et ajuster le niveau différemment du mix stéréo dans la matrice qui va au bar par rapport à la matrice qui va dans la salle de concert. Le niveau dans le bar sera certainement moins élevé. Mais on envoie le même mix vers ces différentes sorties, on a juste un contrôle indépendant du niveau et éventuellement du contenu si on le souhaite. On pourrait envoyer autre chose que le mix stéréo dans le bar si on veut, uniquement une musique d'ambiance et pas la musique du concert par exemple. Il suffirait, au lieu d'envoyer le mix stéréo dans la matrice, d'envoyer les tranches de notre musique d'ambiance dans un auxiliaire et cet auxiliaire dans la matrice. Donc on peut changer le type de signal qui va vers des haut-parleurs sans changer la connectique, sans câbler les choses autrement. C'est aussi un des avantages de la matrice. C'est bien sûr beaucoup plus pratique d'envoyer le mix stéréo vers deux matrices différentes que d'assigner toutes les tranches à deux sous-groupes différents, un sous-groupe qui alimenterait un groupe de haut-parleurs dans la salle et un autre sous-groupe qui alimenterait un groupe de haut-parleurs dans le bar. Et surtout, ça monopolise les sous-groupes pour ça, alors qu'on pourrait les utiliser pour autre chose de plus utile dans notre mixage. Ici, nous pouvons doser les 6 premiers masters des sous-groupes vers une matrice. Ce que nous voyons ici, c'est une matrice. La console peut avoir plusieurs matrices. Mais pour chaque matrice, on peut doser le niveau des 6 premiers masters des sous-groupes vers cette matrice. Si j'appuie sur le bouton MTX qui est en haut, alors nous doserons le niveau des 6 auxiliaires, des 6 masters d'auxiliaires, au lieu des 6 masters de sous-groupes. Ensuite, dans la section juste en dessous, c'est le même principe. Nous dosons le niveau des masters des sous-groupes 7 à 10 vers la matrice. Pour 7 et 8, il y a en réalité 2 boutons superposés l'un au-dessus de l'autre, et pour 9 et 10 également. Ce n'est peut-être pas très clair sur l'image. En appuyant sur le bouton MTX, on peut alors envoyer les auxiliaires 7 à 10 au lieu des sous-groupes 7 à 10 vers cette même matrice. Donc nous pouvons envoyer tous les sous-groupes ou tous les auxiliaires ou une partie des sous-groupes et une partie des auxiliaires. C'est un peu flexible. On ne peut pas tout envoyer en même temps par contre. Il n'y a pas assez de place. Bien sûr, cela prendrait beaucoup de place de faire ça et parfois pour des questions de place sur les consoles, on doit faire des compromis. Nous en verrons d'autres un peu plus tard. Ensuite, nous pouvons envoyer les canaux gauche ou droit du mixalaire vers la matrice et le bus mono, il y a un bus mono également dans cette console, peut être envoyé vers la matrice aussi. Ce n'est pas une sommation du gauche-droite ici, c'est une assignation supplémentaire sur chaque tranche pour cette console. Tout à la fin, nous retrouvons le niveau master de la matrice, ainsi qu'un solo AFL, un mute, etc., comme à notre habitude, comme n'importe quel autre bus de la console en fait. Et donc dans le principe pour la matrice, comme je le disais, c'est la même logique que les auxiliaires, elles peuvent être mono ou stéréo, il peut y avoir un panoramique si la matrice est stéréo, au niveau de l'envoi, les envois vers la matrice peuvent être pré-fader, post-fader, etc. On peut donc envoyer le mélange de l'auxiliaire 1-2 avec les bus 1-2-3-4, avec le left-right, etc. vers une matrice stéréo et décider de panner plus à gauche ou plus à droite chacun de ces bus si on le souhaite. Nous pourrons doser leur niveau d'envoi vers la matrice individuellement. Bref, tout fonctionne exactement comme un auxiliaire stéréo ici, ou un auxiliaire mono si la matrice est mono, avec le choix de pré ou post-fader et avec un panoramique si la matrice est stéréo pour chaque source. La seule différence donc entre la matrice et l'auxiliaire, c'est que pour l'auxiliaire, les sources sont des tranches de la console, alors que pour la matrice, les sources sont des bus de la console. On ne peut pas envoyer de bus de console dans un auxiliaire, mais on peut les envoyer dans la matrice. Pour finir, nous avons ici les 2 matrices de cette console, avec leur niveau général et la possibilité aussi d'écouter en solo AFL cette fois. Les solos sur les bus de console, les groupes, les masters d'auxiliaires, les matrices, etc. sont toujours AFL, à quelques exceptions près, parfois on peut régler si on choisit PFL ou AFL. Et les solos des tranches sont toujours PFL, à moins qu'on ait la possibilité de le changer sur certaines consoles bien sûr, mais le réglage par défaut du solo sera PFL pour les tranches et AFL pour les différents groupes auxiliaires, matrices, etc., ce qu'on va appeler les bus.
Et ici, nous voyons la possibilité de doser le niveau de chaque groupe et du gauche-droite du mix stéréo vers cette matrice. Je peux donc envoyer le groupe 1 dans la matrice en plus du canal gauche du mix, par exemple. Toutes les combinaisons sont possibles. Finalement, nous avons un compresseur donc qu'on peut régler ici. On va pouvoir le bypasser ou l'activer, régler ses différents paramètres et choisir s'il agit sur le mix principal, sur les groupes 1 et 2 ou sur les groupes 3 et 4. Si on va tout à gauche, le compresseur est désactivé. Nous reviendrons sur le fonctionnement des compresseurs plus tard, donc je ne m'éternise pas sur les paramètres qu'on voit ici. Alors, regardons maintenant les connectiques à l'arrière de la console. Sans surprise, nous avons des entrées XLR pour les micros, des entrées jack pour l'entrée ligne et le fameux point d'insert dont on a déjà un petit peu parlé, sur lequel nous allons revenir maintenant. Alors, l'idée du point d'insert, c'est d'envoyer le son d'une tranche vers l'extérieur, vers un appareil externe, pour subir un traitement supplémentaire, une égalisation supplémentaire, une compression, etc. Il y a plusieurs options dont on reparlera. Parlons maintenant des points d'insert. Le point d'insert est un moyen d'interrompre le passage du signal dans la tranche afin de l'envoyer dans un appareil externe qui pourra y appliquer un traitement supplémentaire avant de ramener le signal dans la tranche exactement là où il l'a quitté pour qu'il puisse continuer son chemin à travers le reste des éléments. Il y a plusieurs manières de faire la connexion du point d'insert et selon les consoles, le point d'insert ne prélève pas le signal au même endroit. On pourra, dans certains cas, configurer la position du point d'insert, dans d'autres cas, elle nous est imposée. On trouvera parfois également une possibilité de désactiver ce point d'insert. Alors le point d'insert peut être connecté à l'aide d'un connecteur jack femelle à 3 points situé à l'arrière de la console ou sur la console, dans lequel on va brancher un autre jack 3 points mâle, lui bien sûr, qui va aller vers 2 jacks à 2 points qui vont faire l'entrée et la sortie du signal dans l'appareil. Nous aurons donc un connecteur à 3 points et donc un signal et la masse qui vont vers un connecteur à 2 points et l'autre signal et la masse vers l'autre connecteur à 2 points. Cela nous permet de faire un envoi et un retour. Parfois, à la place d'avoir 2 jacks 2 points, nous aurons 2 XLR peut-être. Sinon, on peut retrouver aussi 2 connecteurs jack femelles séparés à l'arrière de la console, qui vont permettre d'amener le signal à l'appareil externe avec un câble séparé pour le send et un autre câble pour le return pour récupérer le signal de l'appareil externe. Il y a normalement des points d'insert sur toutes les voies de la console. Tranche, sous-groupe, auxiliaire, mix principal, etc. Voici donc le schéma de câblage simplifié d'un tel câble d'insert, avec donc un jack 3 points d'un côté, 2 jack 2 points de l'autre. Pour l'envoi vers l'appareil, nous prenons le bout du connecteur 3 points et nous le connectons au bout du connecteur 2 points et nous prenons le sleeve, l'autre côté du connecteur à 3 points, la masse donc que nous connectons à la même partie de l'autre connecteur 2 points. Et en bas c'est pareil, cette fois c'est le ring, donc la deuxième partie du connecteur 3 points qui sera relié au connecteur de sortie de l'appareil, à la pointe de ce connecteur, et le sleeve, la plus grande partie du connecteur, sera relié du jack 2 points vers le jack 3 points pour la masse également. Nous avons donc une masse commune entre les deux jacks et 2 signaux différents pour ces 2 jacks, un pour l'entrée, un pour la sortie. C'est une norme bien sûr et tous les appareils qui ont des points d'insert respectent cette norme, sans quoi l'insert ne fonctionnerait pas. Si vous inversez le câble d'entrée de l'appareil et le câble de sortie, votre insert ne fonctionnera pas non plus d'ailleurs. Donc dans une tranche, lorsque nous avons un bouton de bypass, un bouton pour activer ou désactiver le point d'insert, eh bien, soit le chemin est continu dans la tranche, il n'y a pas de connexion à l'insert return, soit lorsqu'on appuie le bouton, la continuité de la tranche est interrompue, le signal va passer par l'insert send et s'il y a un appareil y est branché, il arrivera par l'insert return qui sera relié à la suite de la tranche. Voici par rapport à l'autre console où nous avions vu un seul connecteur pour le send et le return, une console où nous avons un connecteur séparé pour le send et pour le return. Donc le signal qui passe dans la tranche va sortir de la console, il va donc être interrompu, sortir de la console par ce point d'insert et y revenir ensuite avant de continuer son chemin dans la tranche. Alors nous allons maintenant placer un insert sur le channel dans lequel rentre mon micro, donc le channel numéro 20 ici. Voici le genre de câble que nous allons utiliser pour faire le point d'insert. D'un côté, un jack à 3 points et de l'autre côté, un XLR mâle pour rentrer dans l'appareil et un XLR femelle pour en sortir.
Bien sûr, cela pourrait être en jack aussi selon le type d'appareil. Nous pourrions avoir un jack pour entrer et un jack pour sortir, qui devraient être correctement repérés, bien sûr, histoire de ne pas inverser la connexion, ce qui nous empêcherait d'avoir du signal dans notre tranche. On voit bien ici les 3 points sur le jack, ce qu'on appelle le tip ici en haut, le ring au milieu et le sleeve ici. On voit 2 petites bagues en plastique qui les séparent. Maintenant, à voir selon les consoles évidemment, mais le tip fait l'envoi, le ring fait le retour et le sleeve, c'est la masse. Donc je vais câbler ce point d'insert sur mon channel et nous allons filmer l'arrière d'un appareil dans lequel on va se câbler également. Nous allons par exemple rajouter un compresseur sur le signal. Donc nous câblons le jack 3 points dans le point d'insert du canal 20 et nous allons maintenant aller à l'arrière de l'appareil, nous brancher en in et en out. Et donc maintenant, nous allons brancher le XLR mâle dans l'entrée du premier canal de l'appareil et le XLR femelle dans la sortie de ce premier canal. Certains appareils ont plusieurs canaux, d'autres ont un seul canal, cela va dépendre aussi bien entendu. Passons de l'autre côté maintenant et nous allons voir que le signal arrive bel et bien dans notre appareil et que cela va avoir un impact sur le niveau dans ma tranche en fonction des réglages que je vais y faire. Nous voyons donc ici un compresseur, le premier canal de ce compresseur qui en contient 4, et nous pouvons voir que le signal de mon micro rentre bien dans le compresseur, que cela réagit. Si je descends le gain de mon channel, il n'y a plus de niveau dans le compresseur. Si je le remonte, il y en a de nouveau. Allons voir ce qui se passe maintenant dans la console, l'impact du compresseur sur le niveau de la console. Ce que je vais faire, c'est baisser le niveau de sortie de ce compresseur ici. Nous allons voir que le niveau va baisser dans la console lorsque je fais ça. Nous voyons donc le signal modulé à un niveau assez élevé dans ma tranche. Je refais l'opération de baisser le gain de sortie du compresseur et on voit que le niveau a baissé dans ma tranche. Nous avons donc bien le signal qui rentre dans ce compresseur et qui revient ensuite dans la tranche avant de continuer son chemin vers le mix stéréo. Et toujours la même opération, en regardant maintenant le bar graph de la console avec le PFL sur la tranche activé, je vais baisser la sortie du compresseur et le niveau dans ma tranche va baisser. Donc, nous avons bien le signal de la tranche qui sort de la console pour rentrer dans cet appareil, qui ressort de l'appareil pour revenir dans la tranche au même endroit et continuer son chemin vers les assignations, vers son fader et puis vers les groupes ou le stéréo selon ce qu'on a fait comme assignation. Dernière opération maintenant, je vais monter l'envoi auxiliaire de ma tranche ici pour envoyer du signal vers un appareil externe. Nous allons voir le signal modulé en entrée de cet appareil et nous allons voir que le signal va revenir dans la console. Nous avons 2 reverbs différentes à disposition ici. Là, je monte dans une des reverbs qui se trouve dans le rack à côté de moi. Nous allons regarder ça tout de suite. Bien sûr, il faudra que je vérifie le niveau du master des auxiliaires qui servent à aller vers l'effet externe pour être certain que nous avons du niveau qui sort de la console. Si ceux-ci ne sont pas levés, il n'y aura pas de signal dans l'effet. Donc lorsque je monte l'envoi auxiliaire ici, si le master ici est levé, nous aurons du signal en entrée de la reverb qui est connecté via un auxiliaire. L'auxiliaire 6 arrive dans l'entrée de la reverb et les sorties gauche et droite, car c'est un effet stéréo de cette reverb, reviennent dans une des tranches stéréo de la console. Ici, nous avons donc une tranche stéréo qui récupère le signal de la reverb. On voit que lorsque je monte l'auxiliaire, il y a du signal dans ce retour stéréo. Lorsque je le baisse, il n'y a plus de signal dedans. Donc si je monte l'auxiliaire sur mon channel 20 ici, on voit qu'il y a du signal dans le retour de la reverb. Si je le baisse, il n'y a plus de signal dedans. On a donc bien du signal qui rentre dans cet appareil externe lorsque je monte l'auxiliaire et qui revient dans la console. On va pouvoir doser cet effet dans la console. Bien sûr, ici, l'envoi est réglé post-fader. La majorité du temps, on envoie dans les effets en post-fader. Comme ça, si on baisse l'instrument dans le mix, son effet baisse de manière proportionnelle aussi. Et donc, je dois monter le channel pour avoir du son qui part vers l'effet et donc qui puisse revenir dans la console. Mon auxiliaire est levé, mon fader est levé, j'ai du signal. Mon auxiliaire est levé, mon fader est baissé, je n'ai pas de signal. C'est bien un envoi auxiliaire post-fader. Si je monte maintenant le retour de l'effet en faisant attention qu'il est bien assigné au main mix, je vais pouvoir entendre la reverb. Pour l'instant, on écoute juste l'effet.
Mais si j'envoie mon signal vers le main mix, nous allons pouvoir écouter le son direct et le son avec l'effet mélangé. Nous avons donc deux multi-effets ici, et on voit le signal modulé dans le deuxième multi-effet car je suis encore en train d'envoyer mon micro dedans. Si je baisse l'envoi auxiliaire, nous n'avons plus de signal dedans. Je vais monter l'autre envoi auxiliaire pour l'autre effet, et nous voyons du signal modulé en entrée également. Ici, nous avons des auxiliaires mono. On verra que sur certaines consoles, on peut avoir des auxiliaires stéréo. On envoie vers deux sorties en même temps et on a un panoramique dédié pour l'auxiliaire. Et ici, nous travaillons avec des auxiliaires mono sur cette console. Donc si je monte un auxiliaire, il y a une seule entrée de l'appareil qui reçoit du signal. Cet appareil a une entrée stéréo. Donc je pourrais très bien envoyer plusieurs instruments avec un panoramique différent et les placer différemment dans l'effet, plus à gauche ou plus à droite. N'ayant pas d'auxiliaire stéréo sur cette console, on pourrait aussi câbler deux auxiliaires mono vers le multi-effet et doser le niveau de ces deux auxiliaires différemment pour envoyer le signal plus à gauche ou plus à droite, mais c'est un peu moins pratique que d'avoir un auxiliaire stéréo avec un panoramique. À titre d'exemple, et même si nous reviendrons là-dessus dans une autre vidéo, voici des EQ graphiques qui vont pouvoir servir à améliorer le fonctionnement de haut-parleurs, à linéariser leur réponse en fréquence, nous aurons l'occasion d'en reparler, ou qui vont pouvoir éventuellement supprimer des problèmes de Larsen. Ceux-ci sont en insert également sur les auxiliaires qui vont vers les retours des musiciens, par exemple, si on fait un concert. Ils peuvent aussi être en insert sur le mix stéréo pour linéariser la réponse en fréquence du mix stéréo. Par exemple, pour avoir une meilleure écoute dans son studio, on peut aussi utiliser une EQ graphique. Et donc, si j'envoie du signal de ma tranche vers l'auxiliaire 1, par exemple, eh bien, en insert de cet auxiliaire, nous avons cette EQ graphique, on la voit modulée maintenant. Nous aurons l'occasion de revenir sur le fonctionnement des EQ graphiques un peu plus tard. Nous voyons maintenant ici, là où sont branchés les jacks sur lesquels je pose mon doigt, les sorties des auxiliaires de la console et au-dessus des points d'insert pour ces auxiliaires. Souvent, on va faire en insert une égalisation sur les auxiliaires quand on fait des retours pour les musiciens en concert pour linéariser le son des haut-parleurs et éventuellement supprimer les problèmes de Larsen. On aura l'occasion d'en reparler également. Enfin, nous voyons ici la sortie monitor, les sorties des matrices, les entrées stéréo de la console uniquement en ligne et en jack, les sorties XLR ici pour le mix principal et aussi la possibilité de faire un insert sur le mix stéréo et de sortir ce mix stéréo en jack également. Nous avons deux sorties différentes pour le même signal. On peut aller à deux endroits différents, mais ce sera le même niveau pour les deux sorties. Ici, nous voyons, comme sur l'autre console où nous avions tout track in et record out, nous avons un in et un out stéréo. Et ici, nous avons les retours stéréo que je vous ai montré qu'on pouvait envoyer seulement dans 4 auxiliaires pour faire revenir des effets par exemple. Et enfin, ici en dessous, nous retrouvons les sorties pour les groupes et également des points d'insert pour chaque groupe. Et finalement, ici tout à gauche, l'entrée micro pour le micro d'ordre ou micro de talkback. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les différents types de câbles, de connecteurs et d'adaptateurs utilisés en audio, les différents types de liaisons, la manière de réaliser les câbles, etc. À bientôt!